Voilà, on est live. Bonsoir à tous. Bonsoir, salut Guillaume. Bonsoir tout le monde. Bonne année. Hello from Morocco. Bonsoir, bonsoir Morocco. Salut BSH, t'as un black screen. Oula, est-ce que c'est normal ça? Non, apparemment non. Enfin, dites-nous dans le chat si vous avez le même problème que BSH. En attendant, est-ce que vous pouvez bien entendre notre ami Sylvain? Est-ce que les volumes sont au bon niveau? Sylvain, tu peux parler? Ouais, salut, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois. Alors les gens disent nope, pas normal. Attendez. Dans le chat, vous... Est-ce que... Ah, est-ce que c'est bien? D'accord, donc c'est BSH apparemment qui a un petit problème. Ah mince. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que les choses se placent plutôt bien? Non mais l'écran... On a quelqu'un qui nous dit que l'écran noir, c'est pas normal. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un écran noir ou qu'il y en a pas? Moi j'ai l'impression qu'il y en a pas, hein. Visuel et son, ok. D'accord, très bien. Ça a l'air de bien tourner. On dirait que BSH est en train de nous troller en fait. Il nous fait une tête de troll. Il y a un décompte, chez moi ça va. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va attendre un petit instant que tout le monde ait l'occasion d'arriver. Donc ce soir, on se retrouve à nouveau avec notre ami Sylvain de la communauté, avec qui on a des super projets pour l'année 2022. Ouais. Euh, et ce soir, tu vas nous présenter quelque chose, deux, trois choses assez sympas sur du Ouais. cloud, sur de la MLOps, etc., etc. Apparemment, tu es déjà très populaire, hein, les gens se souviennent de toi, tu reçois des cœurs dans le chat. Moi, Voilà, c'est on la me dit que classe. j'ai une sacrée coupe de cheveux. Ah oui, oh là là, si vous Ah, mais saviez. c'est un problème que j'ai pas beaucoup, ça, moi, ça va. Oui, oulala, ça s'empire, oulala, chez moi ça s'empire. J'aurais pas dû toucher à tout ça. Bon, écoutez, Ouais. je pense qu'on va se lancer. Voilà. Donc, je vais laisser la main à notre ami Sylvain. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. On gardera un œil sur ces questions. Et je vous laisse profiter de cette conférence. Je vous assure qu'elle va vraiment être très très chouette. Sylvain, il a fait du super bon travail, comme d'habitude. Ah, allez, Sylvain, Alors, je te donne la main. ouais, je finis juste de régler le petit retour sur le chat pour pouvoir voir vos questions. Voilà, impeccable. Hop. Et du coup, un petit partage. Et, partage. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'elle sera dispo sur notre plateforme? Bah, souvent, on la met sur YouTube. Il y aura le replay, sinon Oui, il y aura on un le met replay. probablement sur YouTube. Ouais. Tout à fait, il y aura un replay, donc ne vous en faites pas si vous loupez une partie. Le replay sera même disponible sur YouTube, on va organiser ça. Ouais. Et puis j'essaierai de mettre le code. Alors il est assez light le code, mais j'essaierai de mettre le code sur GitHub. Parce que du coup, comme j'aime bien le risque et que la dernière fois, la démo s'est super bien passée, bah, j'ai refait un peu de code. Sinon, c'est pas drôle. Donc aujourd'hui, on va parler d'infrastructure as code. Alors, on connaît tout un tas de choses pour aller développer, automatiser tout un tas de choses, notamment le code. On automatise beaucoup notre code. On a parlé la dernière fois des tests automatisés, du CI/CD avec Git, etc. Là, au lieu d'automatiser le code, on va essayer d'automatiser nos déploiements d'infrastructures. Alors, comment ça va se passer? Il y a deux grandes phases dans la vie d'un déploiement, généralement. Alors, je prends pas mal de raccourcis, mais c'est pour vous schématiser un petit peu. On a la phase de setup et la phase de maintenance. Dans ces deux phases, on a souvent la partie infrastructure qu'on met au départ, et ensuite on fait le setup de l'application et la maintenance de l'application. Et puis c'est des cycles qui continuent, puisqu'on a une infrastructure qui est amenée à évoluer, notamment quand on fait du scale-up, par exemple, où on a
beaucoup d'utilisateurs qui arrivent, donc on doit faire évoluer notre infrastructure. Donc on refait un nouveau setup, une nouvelle maintenance. Et puis quand on pousse des nouvelles versions, des nouvelles features dans son application ou dans ses modèles, on va aller faire un nouveau setup d'application et puis faire du coup une nouvelle maintenance. Donc ça, c'est les grandes phases de la vie d'un déploiement. C'est des phases sur lesquelles on a, comment dire, on sépare généralement quatre grandes parties. Alors, vous avez sûrement déjà tous entendu ces quatre termes-là. Alors, la plupart du temps, c'est des termes qui se marchent un petit peu dessus dans le langage courant. La première chose, ça va être de faire du provisioning. Donc, on va prévoir et préparer son architecture. Donc, ça va être la machine virtuelle, ça va être les hosts, ça va être les VPC, ça va être les adresses IP, ça va être les firewalls, etc., etc. Ensuite, on va passer dans une phase de configuration. On va préparer les librairies, les versions, les frameworks, etc. Par exemple, si vous faites du Python ou du Panda, vous allez faire vos pip install, vous allez installer votre version de Python, vous allez installer toutes les librairies dont vous avez besoin, etc. Ensuite, on fait un déploiement. Le déploiement, c'est la phase la plus simple. C'est ce qu'on appelle un push sur GitHub, c'est-à-dire qu'on envoie tout notre bazar configuré en ligne pour qu'il soit accessible au public. Et derrière, on a une orchestration. L'orchestration, c'est le fait de coordonner ces tâches sur plusieurs systèmes, lancer des tâches sur plusieurs serveurs. Pour plusieurs systèmes, il y a quelque chose que vous connaissez déjà, c'est les deux phases de dev et de prod. Par exemple, ça peut être ça, d'aller orchestrer en fait toute la vie de son architecture et de son application entre le dev et le prod. Et la prod, pardon. Avant qu'on automatise le DevOps, on avait tout un tas de tâches à faire. Alors, je pense que les plus anciens d'entre nous se souviennent un peu de tout ça, la belle époque où on utilisait encore les hyporodatés. Dans la phase de setup, il fallait faire un setup de serveur, il fallait configurer les utilisateurs, il fallait, je vous disais, configurer le networking, faire les IP, le firewall, installer les softwares, installer les libs, installer la base de données, etc. Une fois que tout ça s'était fait, on rentrait dans une phase qui était un petit peu prenante et très récurrente, qui était de mettre à jour les versions. Quand on changeait de version dans son app, il fallait passer sur tous les serveurs pour aller faire un git pull et puis voilà, mettre en ligne sa version. Il fallait mettre à jour et suivre les releases des frameworks Python, des librairies Panda, etc., etc. Les vieux, ouais, c'est ça exactement. Il fallait faire des backups et des updates de BDD. Il y avait des plans de recovery à mettre en place, les fameux PRA. Tout ça, ça coûte du temps, ça coûte des bonhommes, parce qu'il faut du monde quand même pour faire tout ça. Et surtout, il y a, comme toute intervention humaine, il y a toujours un risque d'erreur qui est évident, puisque le bug, ça existe. Donc voilà, quand il y a des interventions manuelles comme ça, sur chaque étape, on prend un risque. Et si en plus, on faisait les choses bien, on avait trois environnements, donc dev, stage et prod, il fallait refaire ces manipulations sur l'ensemble des environnements. Donc tout est multiplié par 3, notamment les risques d'erreur. Ensuite, on a automatisé le DevOps. Alors, ça ne date pas d'hier quand même, on a quand même quelques outils qui sont matures maintenant. On a automatisé la phase de setup, la phase de maintenance, et le but du jeu, c'est de faire une automatisation end-to-end. C'est-à-dire que toute la chaîne, à partir du provisioning de l'infrastructure jusqu'à l'orchestration, doit pouvoir être automatisée. Pour ça, il y a alors plein d'outils. J'en ai cité 4 et on va en utiliser 2, plus un autre spécifique à Python. En fait, l'infrastructure Ascode, ça regroupe plein d'outils et plein de tâches. Et du coup, pourquoi on a plusieurs outils? On va le voir ici. C'est qu'en fait, on n'a pas encore un outil qui est capable de tout faire. On n'a pas encore d'outil qui est capable d'évoluer sur les 4 sphères qui sont setup infra, maintenance infra, setup app, maintenance app. Donc, on a Terraform qui fait les 3 premiers, et puis on a Ansible, Puppet et Chef qui font les 3 derniers. Ce n'est pas très pratique. Alors, il y a des pour et des contre pour chacun. Moi, je vais vous parler de Terraform et d'Ansible parce que c'est les plus connus, c'est les plus répandus, c'est aussi a priori les plus matures. Alors après, c'est comme les outils de déploiement type MLflow, Luigi, Airflow, etc. Il y a toujours des pour et des contre. Ça va dépendre de vos besoins métiers. Donc, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on fait cohabiter Terraform et Ansible et on va les faire travailler chacun sur là où ils sont le plus forts. Donc, du coup, Terraform, il est très fort sur le setup infra. Là où Ansible est vachement plus fort et plus agréable à utiliser sur le setup et la maintenance des applications. Donc, on va faire cohabiter les deux. Alors, les objectifs, l'intérêt de ces outils-là, ils sont multiples. Déjà, c'est d'automatiser le déploiement.
de configurer en local son architecture, de gérer tous les services sur sa plateforme. Et on a en plus un avantage là-dessus, c'est qu'on utilise un outil qui est open source et qui est déclaratif. Alors, je vais vous remontrer un petit peu plus tard, mais pour faire un distinguo entre déclaratif et impératif, le langage impératif, c'est le langage qu'on utilise généralement dans le script. C'est commence par réaliser l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, puis l'étape 4. Ça, c'est prenant parce que quand on fait des modifications d'architecture, il faut se souvenir de ce qu'on avait avant. Donc, si on veut supprimer 2 serveurs et en rajouter un, il va falloir se souvenir du nom des serveurs, des IP des serveurs, etc. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous voyez l'idée. Si on est en déclaratif, le truc est vachement simplifié puisqu'on va dire à notre outil, voilà ce à quoi je veux arriver, débrouille-toi. S'il y a des choses à enlever, tu les enlèves. S'il y a des choses à créer, tu les crées. S'il y a des choses à updater, tu les updates. Mais moi, le point final que je vais avoir, l'état final, c'est ce truc-là. Et donc, on va voir, ça va beaucoup, beaucoup simplifier l'écriture des fichiers et le déploiement. Du coup, premier outil, Terraform, on va automatiser là, le déploiement de son architecture, essentiellement dans mes exemples là. On va prendre un exemple tout simple. On va travailler dans le provisioning. On a des microservices qui sont sur des conteneurs Docker. Vous voulez les déployer sur 3 serveurs, plus un serveur base de données, et vous voulez faire le tout sur AWS. Donc, on est dans un cas classique où, en temps normal, il aurait fallu créer les networks privés, les IP, la sécurité, le firewall, créer les instances Elastic Cloud, donc les instances de computing, installer les outils et enfin déployer l'appli. La plupart du temps, avant, c'était 2 teams en fait qui travaillaient là-dessus. On avait la team DevOps qui s'occupait de toute l'archi, puis on avait la team software qui s'occupait de l'appli. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on faisait à la main, il fallait que tout soit fait dans l'ordre, puisque on ne peut pas installer d'outils avant d'avoir des instances. Alors là, forcément, je donne un exemple qui est complètement bateau, mais il y a tout un tas de choses où, par exemple, on ne peut pas créer d'utilisateur de base de données avant que la base de données soit déployée, évidemment. Et ça, du coup, quand on le fait à la main, on doit gérer toute cette checklist. Là où, avec nos outils, il va se débrouiller de A à Z. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, avec Terraform, on va faire ici le private network, donc le VPC, l'instance EC2, et puis on va installer des outils. Alors, évidemment, on va aller dans l'exemple que je vais vous montrer, ça sera moins complexe que ça. On va faire un truc assez rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, avec Terraform, par exemple? On peut installer des DNS, on peut installer des instances EC2. Alors, je dis EC2 parce que sur cet exemple-là, sur cette démo-là, j'ai travaillé sur AWS, mais vous pouvez déployer du computing sur Google, sur Azure, sur tout un tas de choses. Je vais vous montrer un petit peu après. On peut faire du firewall, on peut gérer des backups, on peut gérer des streams data Kinesis, etc., etc., etc. Et ça, du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu les outils. Alors, c'était pas là, voilà. Donc là, vous avez toute une liste de providers. Et du coup, dans la liste de providers, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Par exemple, vous avez des REST API, vous avez AWS. Voilà, je suis sur AWS pour le coup. Alors, ce qui est intéressant comme c'est open source, c'est qu'en plus, on a tout un tas de gens, un peu à la manière de IFTTT, qui ont créé des providers dont ils avaient besoin pour leur métier et qui les ont mis à disposition. Donc, on a des providers officiels, voilà, on a les principaux. Et ensuite, on a des gens comme vous et moi qui ont besoin de certains outils et qui les ont mis à disposition de la communauté. Donc, tous ceux, vous voyez le petit badge, c'est fait par HashiCorp, donc c'est des officiels, c'est un peu comme sur Docker Hub avec les images officielles. Et puis derrière, vous pouvez regarder, par exemple, si ici je veux du web service, il n'y a peut-être pas grand-chose. On va aller dans Public Cloud. Voilà, là, du coup, on a tout un tas d'outils. Donc, on peut travailler sur Google Cloud Platform, sur Google Beta, on peut déployer du VMware, on peut déployer du Oracle, etc. De mémoire, il y a plus d'une centaine de providers de dispo. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous parlais tout à l'heure de l'environnement dev et de l'environnement prod. Il suffit maintenant de n'écrire qu'un seul fichier, de le tester. Alors, on verra les bonnes pratiques après de tout ça. Et on peut utiliser le même fichier pour déployer du dev et de la prod. Il suffit juste de spécifier l'endroit auquel on veut le déployer. Et donc, ça simplifie vachement le déploiement pour le coup, parce qu'on n'a qu'une seule chose à écrire. Et à partir d'un seul fichier, on peut déployer
nos conteneurs Docker sur 3 serveurs différents qui ne sont pas créés initialement. On peut créer et déployer notre base de données et on peut faire tout ça en dev et en prod. Ce qui fait que dès qu'on va faire un changement, par exemple, rajouter un serveur ou modifier la version de notre appli en dev, quand on poussera en prod, on aura directement la mise à jour qui se fera toute seule. Alors, comment ça marche Terraform, en très gros, il y a 2 grosses parties. Tout ça, ça tourne autour du corps. Le corps, il va gérer des questions très simples. C'est mon rôle, c'est d'arriver à un état T de serveur, d'IP, de firewall, de tout ce que l'utilisateur a besoin. Donc pour ça, il y a une partie qui va être ici, je ne sais pas si vous voyez bien la souris, la partie de gauche, où on va avoir le fichier de config, le .tf, et le state. Le state, ça va être un fichier binaire qui va faire l'état de l'état courant. Ça veut dire que sur le serveur, enfin sur le provider sur lequel vous travaillez, voici le nombre de serveurs qui existent. Il s'appelle A, il s'appelle B. C'est des T2 micro. Ils ont tel IP, ils ont un firewall, ils ont telle règle, etc., etc. Donc, le core va prendre en input ces 2 choses-là. Il va prendre le state actuel et le state auquel vous voulez arriver. Et il va réfléchir à ce qu'on appelle un plan pour arriver à l'état voulu. Donc, il va réfléchir à l'ordre, à ce qu'il faut faire pour arriver à l'état que vous avez défini, que vous voulez dans le fichier TF. Et il va du coup se connecter au provider pour exécuter le plan. Donc, vous voyez qu'il travaille sur les 3 as a service qu'on connaît, donc les providers cloud évidemment. On a tout un tas d'outils plateforme as a service. Alors, j'en ai mis 3 à chaque fois, mais évidemment, vous en doutez, il y en a beaucoup, beaucoup plus. On peut travailler par exemple sur Heroku, sur Kubernetes, sur Git. Et puis en SaaS, j'ai mis des exemples un peu moins courants que d'habitude. On peut déployer du MongoDB, on peut travailler avec Cloudflare, on peut travailler avec Twilio. Donc Twilio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une API de communication sur du SMS, de la voix, de la vidéo, etc. Et donc, ici, le rectangle là, c'est celui où Terraform est le plus performant. Donc, c'est sur le IaaS, sur l'automatisation de l'architecture. Une fois qu'il va prendre ce dont on a envie comme point d'arrivée, il va créer son plan. Donc, il va dire, par exemple, alors je n'ai pas forcément mis d'ordre ici, mais ça va être, j'ai besoin de créer des instances EC2, j'ai besoin de déployer du Kubernetes, j'ai besoin de mettre en place un dépôt GitHub, j'ai besoin de mettre en place une MongoDB, etc., etc. Et derrière ça, pour faire ça, il va utiliser nos fichiers TF. Alors, je dis nos fichiers parce qu'on peut utiliser autant de fichiers qu'on veut. Et comme je vous disais, il n'y a pas de notion d'ordre. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on peut mettre, par exemple, toutes ces variables dans un fichier et puis après découper. Par exemple, mon fichier à droite, je peux l'appeler vpc.tf. Mon provider, je peux l'appeler provider.tf. Alors, de mémoire, je crois qu'il lui faut quand même un main.tf. C'est pas sûr. Et là, c'est assez facile. Ça ressemble plus ou moins à du JSON. Vous voyez bien comment ça marche. Donc, le provider, ici, ça va être AWS. On va donner un alias et on va travailler sur la région ici US Ouest 2. Alors, je ne les ai pas inventés, celles-là, c'est des exemples qui sont sur la documentation de Terraform que j'ai juste un tout petit peu adapté. Ici, on va déployer un VPC, on va lui donner un bloc d'adresse et on va le taguer. Et tout ça, voilà, on va lui dire, voilà ce à quoi je veux arriver. Tu prends le state actuel de mon AWS et tu te débrouilles. Donc, quand il va faire ça, on va pouvoir utiliser plusieurs commandes. On va pouvoir utiliser le refresh qui va récupérer le state actuel, qui est en remote. On va pouvoir utiliser le plan. Donc, le plan, c'est simplement une preview. Donc, ça, c'est plutôt bien. C'est pour voir exactement ce que va faire Terraform. On va pouvoir faire un apply. Une fois qu'on aura terminé, on va pouvoir faire un destroy. Ce qui est intéressant aussi, quand on fait un destroy, c'est qu'on est sûr de ne supprimer que ce qu'on a utilisé dans le state. Donc, du coup, on n'a pas besoin de se souvenir qu'est-ce qu'on a monté, qu'est-ce qu'on n'a pas monté, qu'est-ce qu'on a updaté, quelle adresse ou quel nom on lui a donné. Il va tout dégager directement. Sachant qu'à chaque fois, évidemment, vous avez une validation à faire. Ça n'a rien à faire là, ça. Demo time. Alors, on va rigoler un petit peu. Normalement, ça marche. J'ai encore tout testé, donc logiquement, ça devrait le faire. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ces choses-là? Merci, Ostiol, c'est gentil. Tac. Pas de questions, du coup? Terminal.
Tac. On va essayer de zoomer un petit peu. Pas de questions encore. Cloud formation du service AWS ne sert à rien. Alors, je ne connais pas ce service-là, mais du coup, comme tu l'as dit, il est du service AWS. Ça veut dire que je suppose que tu ne peux faire que de la AWS avec ça. Là où avec Terraform, tu peux déployer sur autant d'outils que tu veux. C'est-à-dire que du coup, si à un moment, tu imagines, tu voulais mettre en place du backup automatique, tu pourrais déployer, par exemple, trois buckets. Tu pourrais déployer du bucket sur le AWS S3, tu pourrais déployer un bucket Google Platform, tu pourrais déployer un Data Lake Azure. Donc, c'est ça qui est intéressant pour ça. Est-ce qu'on peut déployer un Kubernetes depuis Terraform directement? Oui. Et je vais même le faire avec Pulumi. On va le voir tout à l'heure pour le faire en Python. Vous allez voir que ça prend. Je ne vous donne pas le nombre de lignes, ça sera la surprise. On définit un bloc d'IP dans un fichier en TF. Si on doit ajouter des IP supplémentaires, eh ben, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Il suffit juste de rajouter des IP. Et en fait, qu'est-ce que va faire Terraform? Il va se dire, alors l'utilisateur, il veut 4 blocs d'IP. Je vais regarder dans mon state actuel. Tiens, dans mon state actuel, j'ai que 2 blocs d'IP. Donc, je vais faire en sorte que à la fin de mon travail, à la fin de mon apply, j'ai les 4 blocs d'IP dont a besoin mon utilisateur. Et idem, si on l'enlève, il va aller supprimer celui dont on n'a plus besoin. Donc ça, c'est vraiment puissant comme outil. Alors, juste enlever ma tête ici. C'est vrai que je vais pousser ça. Je m'organise un peu de mon côté, parce que c'est un peu petit mon écran. Alors, du coup, dans l'idée, pour utiliser Terraform, alors évidemment, il faut l'installer. Il y a toutes les, je ne vous fais pas la démo de l'installation, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas parce que j'ai déjà installé. Vous avez toutes les étapes sur le Getting Started des outils. Il faut savoir que si vous vous connectez à AWS ou à Google Cloud ou à Azure, parce que c'est les 3 principaux qu'on va utiliser, il utilise en fait le login que vous avez créé au moment du client. Quand vous avez fait un AWS CLI, quand vous faites un AWS login ou un AZ login, vous allez créer une sorte de clé qui est souvent dans votre dossier local et vous allez avoir comment dire, un login et un mot de passe qui vont vous permettre d'aller vous connecter directement, un peu à l'image d'une clé SSH publique. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas envie de vous embêter à installer le client, vous pouvez utiliser les variables d'environnement. Je vais vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai déjà utilisé le CLI, donc tout est déjà en ligne. Mais vous pouvez utiliser des variables d'environnement. Vous n'êtes même pas obligé de les définir dans Windows. Avec certains outils, vous pouvez les définir directement dans votre projet local. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc pour faire un projet Terraform, on va faire un truc tout bête. On va faire un terraform.init et ça ne marche pas parce que je n'ai pas de fichier, évidemment. Alors, ça commence bien. Donc, on va faire un main.tf. Dans notre main.tf, je ne vais pas copier, je ne vais pas taper le code aujourd'hui parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Alors, dans mon main.tf, je vais demander un truc tout simple. Je vais lui demander d'utiliser le provider AWS avec telle version. Je vous conseille toujours de bien spécifier le numéro de version, c'est important. Si jamais vous mettez latest et que vous pushez et que la version a changé, vous risquez d'avoir du code break et du coup, ce n'est pas très bien. Donc, la configuration de mon provider, ça va être un profil défaut et la région EU Ouest 3. Donc, ça, c'est ce qui correspond à Paris. Et pour ça, ce que moi, je lui demande juste, c'est de déployer une instance AWS de type T2 micro et de AMI. Donc ça, c'est un code particulier. C'est le code qui fait le lien avec l'image que vous voulez. Donc ça, de mémoire, je crois que c'est une Ubuntu quelque chose. Et vous avez tout ça, je vous ai mis l'adresse dans les slides. En fait, vous avez toutes les AMI au moment où vous choisissez le déploiement de votre instance. Donc là, moi, j'ai choisi une Ubuntu. Ça peut être une Red Hat, ça peut être une Oracle, ça peut être, je ne sais pas, ce qu'il y a sur AWS. Mais du coup, voilà, ça, c'est le petit code mignon de mon image que je vais déployer. Et comme tag, je vais l'appeler Example App Server Instance. Donc, je disais tout à l'heure, si je fais par exemple un Terraform plan, ben, il va me dire que je n'ai pas fait de init. Donc, pour lui, il ne sait pas avec quoi travailler. Donc, il faut bien penser à initialiser son projet. Donc, Terraform init.
Et vous voyez qu'il commence à télécharger du coup les dépendances dont il a besoin. Donc là, il télécharge la dépendance AWS, parce que c'est la seule chose que je lui ai demandé. Donc Terraform est initialisé. Donc maintenant, je peux faire un plane. Et du coup, là, il va aller réfléchir à se dire, bon, bah voilà, pour l'instant, il n'y a rien sur son truc. Voilà tout ce que je dois faire. Vous voyez que du coup, alors évidemment, on ne devrait pas faire tout ça à la main. Il y a aussi tout un tas de choses qui sont automatisées du côté des providers hein, quand on le fait. Mais vous voyez ici, bah, il y a plein de choses qu'il connaît, puis il y a plein de choses qu'il ne connaît pas encore. Il le saura après, quand on aura fait l'application. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, nous, a priori, ça nous va, hein, puisque bon, bah, on fait quelque chose d'assez facile. On va faire un apply. Si on veut être sûr et qu'on veut sauvegarder ce plan-là, on peut faire un plan en out et on peut l'appeler myplane, on va dire comme ça, comme ça. Hop. Et là, en fait, ça va faire une sorte de pip freeze pour ceux qui font du Python. Ça va exporter en fait le plan et les dépendances. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lire, hein, c'est un fichier binaire. Mais du coup, ce qui est intéressant après, c'est que ça, vous pouvez le versionner, le passer à votre équipe s'il y a besoin, et puis de travailler là-dessus. Donc ici, soit je fais un Terraform apply et ça me prend la version courante du main.tf, c'est-à-dire que si ici, je tapais ça, il me prendrait ce tag-là. Et si je veux appliquer la version que j'ai frisée, que j'ai sauvegardée, on a juste à appeler ça comme ça. Donc là, il va nous refaire son petit calcul. Ah non, il ne fait pas le calcul parce qu'on l'a déjà validé. Donc là, il est en train de créer notre app server ici, qui est une instance EC2 de type Ubuntu quelque chose, de taille T2 micro et de tag example app server instance. Donc ça, alors évidemment, bah, c'est comme sur les providers, hein, ça prend du temps. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il parlait, Gibson qui parlait de déployer un Kubernetes. Ça a pris 11 minutes pour le déployer. Donc forcément, on ne va pas forcément le faire aujourd'hui. Donc là, moi, si je retourne ici sur mon Amazon, que je vais dans mon EC2, on va retrouver ici, hop, dans mes instances, il y en a une autre que j'ai gardée, mais ce n'est pas grave, c'est une vieille. J'ai bien ici mon example app server instance, qui est bien de type T2 micro, qui est en train de s'initialiser et qui est bien sur la zone EU Ouest 3. Et donc là, j'ai déployé ça directement. Donc j'aurais pu en déployer 3, 4, 5, j'aurais pu en déployer aussi des choses beaucoup plus complexes. Et là, j'ai initialisé mon déploiement et je peux le faire moi directement de mon ordi. Si ensuite je veux faire un VPC, donc le VPC, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bloc d'adresse IP qui va être alloué pour votre environnement. Alors, je vous conseille à chaque fois de bien noter le nom de ce que vous utilisez. Donc là, le VPC, ça va être pareil. Encore une fois, là, j'ai rien. Ouais, mais non, maintenant, Gibson, on peut le faire directement. Il n'y a presque même plus besoin de Terraform, en fait. La déclaration est la même. Donc ici, c'est un module VPC. Alors, en plus, tout est un plus ou moins objet. Vous allez pouvoir faire appel d'un fichier aux variables d'un autre fichier. On va le voir un petit peu après. Donc là, le nom du bloc réseau, on va l'appeler myVPC. On va le mettre sur le EUS 3C pour essayer de rester un peu cohérent. Et voilà, on va lui donner du coup les sous-réseaux. On va activer le NAT, on va activer le VPN. On va dire qu'on est en dev et on va dire que c'est un déploiement Terraform. Ici, si on fait un Terraform plan, surprise, ça ne marche pas, puisque pour lui, quand on a fait l'init, on a utilisé, on a require que un provider. Alors que là, on est en train de lui demander quelque chose qui est autre, on est en train de lui demander d'utiliser un module. Donc c'est pareil, un peu comme quand on fait un composer install. On va refaire un Terraform init, il va aller récupérer ce qui lui manque, il initialise le backend, il fait son petit truc, et on peut faire du coup directement un apply. Je ne vais pas vous remontrer le plan à chaque fois. Et de toute façon, ici, voilà, il nous montre tout ce qu'il va faire. Alors, pareil, pas tout, il réexplique l'environnement, les tags, etc., etc. Donc, il y a 13 choses à ajouter, une chose à modifier, puisqu'il va lier le VPC à l'instance. Il n'y a aucune chose à détruire. Est-ce que vous voulez faire ça? Oui.
Alors là, vous n'avez droit que à yes, hein. C'est yes ou rien du tout. Donc, il fait ces petits trucs. Alors là, ça devrait aller assez vite. Voilà. Et pendant ce temps-là, non, ça va aller assez vite pour que je vous montre après. Normalement. Pendant ce temps-là, je vais m'avancer sur le truc d'après et je vais créer un truc qui va s'appeler variable.tf. Et là, on va pouvoir mettre des variables. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, alors j'ai pris pareil, encore une fois, un exemple très simple, on aurait pu mettre la région, il aurait fallu que je le fasse avant, on peut quand même le changer, il n'y a pas de souci. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la clé primaire, enfin la clé de hash de la table MongoDB qu'on va déployer juste après. Là, il est encore en train de travailler, il fait son petit truc. Alors, il y a des fois, c'est un petit peu long. Profitez-en s'il y a des questions pendant ce temps-là. C'est pas très long, je crois que ça prend 1 minute 30 ou quelque chose comme ça. Là, je vais en profiter tiens, pour répondre à la question de Silveriance. Du coup, si ici, tu voulais rajouter des IP, il suffirait en fait de rajouter des blocs ici ou alors de créer un deuxième bloc avec un deuxième fichier VPC. Et du coup, lui prendrait l'état actuel du state. Donc, il se dirait, ben voilà, moi, pour l'instant, j'ai un bloc qui s'appelle MyVPC qui tombe sur ce réseau, ce sous-réseau. L'utilisateur m'en a demandé un deuxième, donc je vais aller en installer un deuxième. Ce qui fait qu'en fait, ici, il va, pareil, faire dans le plan, il va dire bah, X à ajouter, X à changer, X à détruire. Voilà, donc là, il a fait les 13 ressources ajoutées, la ressource changée. Donc, si je vais ici et que je tape mon VPC, alors évidemment, là, on le fait à la main, hein, mais enfin, on le fait à la main, je veux dire, on fait étape par étape, et dans l'idée, c'est de tout réfléchir avant et de tout faire au fur et à mesure. C'est une très bonne pratique à développer en entreprise. Je fais toujours comme ça. Alors, avant de travailler avec Terraform, je le faisais plus ou moins à la main. Je faisais des scripts, en fait. Là, avec Terraform, ouais, le plus simple, pour moi, le plus simple, ça va être de travailler avec Pulumi, en fait. Alors, je n'ai pas encore fait de cas pratique au point de me poser tellement cette question-là. Mais bah, vous allez voir tout à l'heure l'avantage de Pulumi. Mais moi qui viens du dev, j'y vois un fort avantage. Par contre, oui, c'est une bonne pratique à développer en entreprise et je vais vous donner des petits bonus en plus après pour améliorer encore ça. Donc là, du coup, MyVPC, il a créé l'ID directement. Hop. Il a récupéré la page IPv4, il a fait ses options, ses machins, etc. Tout ça, tout ça. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et là, du coup, bah, on a notre plage qui est déployée. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, on va voir comment on peut utiliser des variables. Donc, imaginez, on continue notre petit bonhomme de chemin. On a envie maintenant, on a besoin de déployer une base. Alors, j'ai dit MongoDB, mais ce n'est pas Mongo, c'est DynamoDB hein, sur AWS. Donc, bah, c'est pareil. On va faire un code, on va l'appeler dynamo.tf. Voilà, le code, il s'appelle dynamo.tf, tout bête. Et on va aller ce coup-là. On va aller récupérer, on va changer en fait l'ID par la variable qu'on a utilisée. Alors, c'est une variable qui est assez, qui n'est pas, enfin, c'est pas une syntaxe qui est très intuitive de base. En fait, on va remplacer ça et on va aller faire un lookup dans un fichier. Voilà, et du coup, il va aller récupérer le bloc props. Dans ce bloc, il va aller récupérer la clé qui s'appelle key. Alors, vous pouvez appeler comme vous voulez. Hein. J'ai pas fait ça. Mince, pardon. J'ai pas fait ça au bon endroit. Par contre, attendez, j'ai fait une bêtise. Ça, c'était staging. Donc, ça aussi, hein, tout ça, vous pouvez le mettre dans les variables. C'est ça que je devais changer. Hop. Tac, tac, tac. Une fois qu'on a fait ça, c'est pareil. On peut faire un Terraform apply. Encore une fois, ce que j'oublie à chaque fois, il faut refaire un init, puisque ici, je lui demande de prendre une ressource DynamoDB. Hop. Une fois que ça c'est fait, on peut faire notre apply
et il va nous déployer du coup notre base DynamoDB, il va la mettre en staging, hop, et il va nous mettre l'ID en clé de hash. Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique à DynamoDB. Voilà, donc une fois qu'il a fait ça, hop, je peux retourner ici, je vais retourner sur Dynamo. On va aller dans Tables. Voilà, il a créé MyTable, la clé de partition CID, etc., etc. Ce qui est vachement bien, en fait, est-ce qu'on peut faire un init global? Je ne sais pas. Ça serait une bonne idée, je ne sais pas, honnêtement. Bon, alors, juste pour répondre à ta question, moi, ce que je fais souvent, parce que je suis un peu un feignant, c'est que je travaille comme ça, en fait. Je fais un truc comme ça, sans la faute d'orthographe. Après, c'est pas idéal parce qu'il fait un init pour rien, mais ouais, ce sera vérifié de voir si tu peux faire un init automatiquement. Honnêtement, vu comment est fait l'outil, je pense pas. Je vois pas trop l'intérêt du truc. Mais il y a des fautes partout, hein, mais vous voyez le principe. Ce qui est intéressant, par exemple, ici, c'est qu'on peut faire dans le déploiement, là j'ai fait un déploiement tout bête, on peut faire un déploiement de l'autoscaling, par exemple. Et tout ça, c'est des fichiers qui existent. Encore une fois, là, c'est des choses que je n'ai pas inventées du tout. Il y a des gens qui l'ont fait bien avant. Mais DynamoDB, voilà, vous voyez ici, DynamoDB Table, du streaming et Kinesis, etc., etc. Il y a tout un tas de choses. Il y a plein de dépôts GitHub aussi. C'est le gros avantage de l'open source et du communautaire. Du coup, voilà, on peut faire plein de choses comme ça. Et donc, du coup, pour répondre à, j'ai encore perdu à Gibson, si on tape Kubernetes, du coup, on a un provider, hop, je vais aller là, c'est plus simple. On a un provider officiel. Et là, du coup, on peut déployer directement du EKS, donc de l'Elastic Kubernetes Service sur Google Cloud. Donc ici, on peut déployer du cluster, des add-ons, etc., des nodes managés. Et en fait, après, c'est facile. On a juste à aller dans les exemples. Et ici, alors là, il est directement sur GitHub, celui-là. Voilà, du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut pour les exemples. Vous avez les outputs qui arriveront à la fin, que vous pouvez récupérer pour, par exemple, afficher ou stocker, par exemple, le nombre de, je sais pas, le nombre de clusters, l'adresse IP du master, tout un tas de choses comme ça. Et au final, vous voyez, c'est même pas presque aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça, en fait. Dire que du coup, on peut l'essayer. C'est pas compliqué. Hop, code EKS.tf. Terraform init, installer EKS. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne avec si peu de choses que ça. Là, je suis en mode découverte avec vous. Terraform apply. Et là, voilà, il gère. Alors voilà, il ne gère pas tout seul parce qu'il y a un nom. Ouais, il lui manque un nom. Vous voyez, donc il manque des choses en fait encore là-dedans. Mais voilà, dans l'idée, il suffirait d'aller voir la doc au complet et puis de faire ce qu'il faut. On ne va pas repasser sur la doc comme ça. Voilà, faudrait le mettre ailleurs. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Tout est dans dans les exemples. Et vous pouvez voir chaque provider pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur Toto, ouais, c'est Toto, Plop, c'est mes copains, ça. Est-ce que vous avez des questions du coup sur Terraform? Des exemples très simples que j'ai fait là, mais évidemment, l'idée c'est de vous montrer le potentiel, c'est pas de faire 50 heures non plus là-dessus. Allez, next, hop, Ansible. Ansible, donc on est un petit peu plus loin. On n'est pas dans l'infra, là on va aller automatiser notamment les tâches IT et la configuration. Peut-être tout à l'heure dans la phase provisioning, là on est dans la phase config. Imaginez un truc tout bête, vous avez 5 serveurs sur lesquels vous avez la V1 de votre appli. Il y aura une rediff, ouais. Et là, vous avez fait travailler vos équipes, vous avez travaillé vous-même, et vous avez sué sang et sueur pour faire la V2 fonctionnelle, testée bien sûr, de votre appli.
Bah, en temps normal, si vous vouliez faire les choses sur les 5 serveurs, faire le déploiement sur les 5 serveurs, bah, il aurait fallu aller en SSH sur le premier, faire git pull, aller en SSH sur le deuxième, faire git pull, etc. etc. C'est pénible, surtout que là, bon, on n'a que 5 serveurs, mais vous imaginez dans les grosses boîtes. Alors, on aurait fait ça à chaque fois sur l'un, sur l'autre, sur l'autre. Donc, on aurait la V2 sur l'un, après on déploie la V2 sur l'autre, etc. Là, dans l'idée, c'est d'aller automatiser les tâches répétitives. Donc, dans les tâches répétitives, il y en a plusieurs. Hein. Il y a, par exemple, créer des utilisateurs. Si vous voulez créer un utilisateur pour votre base de données, un nouvel utilisateur, sur les 5 serveurs, il faut aller sur les 5 serveurs. Alors bon, voilà, c'est pas terrible. Pareil pour le group management, pareil pour faire les updates, les backups, les rules firewall. Des fois, il y a des outils qu'on doit rebooter, etc., etc. Alors, oui, pareil, les vieux vont pouvoir me dire, ouais, mais on peut faire du cron. Tout à fait, on peut faire du cron. Sauf que ce n'est pas très flexible, c'est à heure fixe, c'est des scripts fixes. Et que quoi qu'il arrive, bah, si à un moment vous devez créer un utilisateur sur chaque serveur, bah, votre cron ne va pas vous servir à grand-chose puisque votre script, si tant est que vous en ayez fait un avant, ne contiendra pas le bon utilisateur ou les bons droits sur la bonne base de données, etc. etc. Donc, ça ne peut pas fonctionner en cron. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit plus efficace, qui soit moins chronophage, comme d'habitude, qui ait moins de risque d'erreur humaine, et qui soit ce qu'on appelle agentless. Agentless, ça veut dire qu'on n'installe rien sur les serveurs distants. Et c'est vachement bien parce que rien installé sur les serveurs distants, ça veut dire déjà de base ne pas avoir à aller sur les 5 serveurs pour installer quelque chose, ou ne pas avoir à retourner sur le serveur pour mettre à jour la version d'Ansible, par exemple. Sinon, on perdrait tout l'intérêt de l'outil. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on travaille en local, c'est-à-dire que moi, sur ma propre machine, je pourrais interagir sur 50 serveurs. Je peux faire ce qu'on appelle du single step, c'est-à-dire tout faire dans un seul fichier YAML. Ce n'est pas forcément une très bonne idée, mais bon, on pourrait tout faire dans un seul fichier YAML, c'est-à-dire la configuration, l'install, le déploiement. C'est réutilisable, c'est-à-dire que je peux m'en servir sur le dev, sur le stage, sur le prod, et il y a du coup forcément beaucoup moins d'erreurs, puisque s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le script nous arrête tout de suite. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que c'est supporté par tous les OS, Windows, Linux, Mac notamment, et par une grande partie des clouds. Donc ça, c'est pareil, sur Ansible, vous avez une partie provider et vous avez une partie module. Donc tout ça, je vous laisserai aller sur la doc d'Ansible. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de créer des petits modules. Ce module, vous allez le créer en local sur votre machine et vous allez le pusher sur tous les serveurs. Le module, c'est tout simple. C'est une petite tâche spécifique. Qu'est-ce que fait Ansible? Il push le module s'exécute, le module se détruit. Merci, au revoir, c'est fait. Et comme ça, vous êtes sûr de faire exactement la même chose sur vos 5 serveurs. Par exemple, si vous appelez votre utilisateur Toto, comme j'aime bien les appeler, bah, si à un moment vous avez le doigt un peu lourd et que vous tapez Toto avec 2 O sur un serveur, le jour où vous allez faire du load balancing et que vous allez tomber sur ce serveur-là, bah, vous allez vous faire virer de votre base de données. Donc, pas d'erreur humaine. L'objectif, c'est d'avoir la plus grande granularité possible. Et pour ça, Ansible nous propose des tonnes et des tonnes et des tonnes de modules. Par exemple, créer un utilisateur, installer Apache, créer un virtual host, démarrer Apache, gérer les firewalls, créer des backups, etc., etc. Alors tout ça, c'est bien, mais comment on peut faire si on doit faire des tâches complexes ou si on doit exécuter des modules en séquence? Par exemple, bah forcément, si le module start Apache s'exécute avant le module installation d'Apache, il va y avoir un problème. Et donc, du coup, pour ça, Ansible utilise des playbooks. Alors, ce qu'on appelle un play, c'est une sorte de petit script, c'est un petit script au format YAML. Alors faites attention, ceux qui ne connaissent pas le YAML, hein, c'est l'espacement est required, est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a le nom du module. Donc, je vous conseille de mettre un nom qui est parlant. Il y a les arguments et il y a les tâches à exécuter. Donc là, concrètement, ce petit play, ce petit module, il a juste pour rôle de s'assurer, il y a 2 rôles d'ailleurs ici, de s'assurer que PostgreSQL est à sa dernière version. Donc, il va vérifier
pareil, est-ce que PostgreSQL est à son état latest? On est toujours en format déclaratif. On va s'assurer que PostgreSQL est started. Donc, du coup, PostgreSQL started. Voilà, on est en déclaratif et voilà le tableau qu'on veut, auquel on veut arriver. Donc, on va s'assurer de l'exécution du module. Ça va nous créer des plays et du coup, on va agréger plusieurs plays dans l'ordre et créer ce qu'on appelle des playbooks. Donc ici, j'ai créé, hop, c'est pas un play, c'est un playbook d'ailleurs ici. Donc, on va voir après les hôtes et les remote users. Évidemment, remote user en route, ce n'est pas une bonne pratique, hein, je ne vous fais pas de dessin. D'ailleurs, je crois que ça vient de la doc, cette partie-là. On va exécuter ce script sur tous les hôtes qui sont étiquetés web server. On va voir ça juste après. Notre service name, on peut utiliser des variables, c'est HTTPD, comme ça nous évite de retaper à chaque fois. La tâche, ça va être de créer un root dir, d'installer Apache et de start Apache. Et comme ça, on est sûr d'avoir un playbook qu'on peut appeler ce que vous voulez, server web management, peu importe. Et du coup, vous êtes sûr d'avoir les tâches qui sont exécutées dans l'ordre. Donc, le rôle du playbook, c'est quels plays je dois exécuter, dans quel ordre, quand et sur quelle machine, et quelles sont les tâches. Et je vous parlais tout à l'heure de web server, ici. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un inventory. Et du coup, dans inventory, on va pouvoir utiliser, avec une petite faute ici, on va pouvoir utiliser des adresses IP ou des noms de domaine. Et ça va en fait être une sorte de librairie qui va tenir la liste des autres qui sont impliqués dans le process qu'on utilise. Ça veut dire que du coup, ici, on va exécuter ce script-là, donc l'installation d'Apache, sur tous les autres qui sont estampillés web server. Donc, ça veut dire que là, je vais aller installer, donc créer le répertoire 3W HTML, installer Apache, démarrer Apache sur ces deux serveurs-là. Donc là, vous commencez à voir la puissance du truc. Vous voyez bien que si on a 50 serveurs, bah, c'est quand même vachement plus pratique, quoi. Et ici, c'est pareil, on va pouvoir aller créer des tables gérées des utilisateurs sur tous les hôtes qui sont dans la section database. Donc voilà, on commence à voir un petit peu la puissance de l'outil. Je ne vous fais pas de démo sur celui-là parce qu'on a fait une grosse démo sur Terraform et je voudrais faire une petite démo sur Pulumi parce que ça va plus vous parler. Juste quelque chose qui est intéressant. Quand on crée son compte et qu'on a un token API sur Ansible, on a accès à un dashboard qui s'appelle Tower. Et c'est un dashboard centralisé qui permet en fait d'aller suivre le déploiement de ces pipelines. Donc là, du coup, vous voyez ici le statut des jobs, le nombre d'autres qui sont suivis, le nombre de projets en cours, qu'est-ce qu'il y a, fail, pas fail, quand ou quand, comment, à quel moment, etc. Tout un tas de choses, hein, vous pouvez aller voir dessus. Et ouais, c'est très, très pratique, parce que forcément, bah, quand vous avez 50 machines, il se peut que malheureusement, il y en a une qui soit offline. Et c'est bien de savoir qu'il y a une machine sur laquelle notre script ne s'est pas exécuté. Et on le verrait du coup sur ce dashboard. Question du coup sur Ansible. Je suis passé plus vite, mais vous voyez quand même que c'est un outil qui est assez rapide. Hein. C'est du YAML, tout le monde connaît à peu près le format. Ouais, encore quelques secondes de réflexion. C'est très clair. Impec. Alors du coup, ce qui est intéressant maintenant, ça va être d'essayer de faire tout ça dans l'écosystème qu'on maîtrise le mieux. Moi, par exemple, j'aime bien travailler en Python. Il y en a qui aiment bien travailler en JS, il y en a qui aiment bien travailler en Ruby, il y en a qui aiment bien travailler... Alors, Ruby, c'est un mauvais exemple parce qu'en plus, il n'est pas supporté. Mais je le corrigerai tout à l'heure. Ce qui se passe dans les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est qu'on a soit des langages propriétaires, donc c'est du HCL hein, pour Terraform, même si ça ressemble énormément à JSON. On a du JSON, du YAML. Alors, effectivement, c'est facile à utiliser, il n'y a pas de souci, mais comment est-ce qu'on peut faire si on veut utiliser des conditions, des boucles, des fonctions, réutiliser le code, etc. On est un petit peu bloqué. Par exemple, si on veut créer 10 instances sur le Terraform, on va être obligé de copier-coller soit 10 fois ses lignes, soit 10 fois son fichier, soit, enfin voilà, c'est pas super pratique. Du coup, on va utiliser l'orienté objet. Alors, ce qui est chouette, c'est que Pulumi gère 4 grands écosystèmes. Donc, il y en a un peu pour tout le monde quand même.
Il y a du Go, il y a l'écosystème JavaScript, donc Node, JavaScript, TypeScript. Il y a l'écosystème .NET, donc .NET, C#, F#, VB. Et il y a l'écosystème Python. Ce qui est bien, en fait, quand j'ai dit que Ruby n'était pas supporté, ce n'est pas entièrement vrai, parce que Pulumi est open source, et du coup, on peut implémenter des langages manquants. Si vous avez travaillé en Ruby ou en Scala ou en ce que vous voulez, vous pouvez implémenter en fait cet outil-là dans votre langage préféré. Le but du jeu, ça va être d'éviter les ouais, mais sur ma machine, ça marchait. Ouais, mais l'objectif, c'est quand même que ça marche partout. Et ce qui va être intéressant, en fait, de coder ces outils de déploiement, c'est qu'on va pouvoir utiliser des tests unitaires, des tests d'intégration. On va pouvoir utiliser du CI et du CD. Et on va pouvoir surtout travailler sur un écosystème connu. Ce n'est pas égal à Terraform plus Ansible. C'est des outils différents, mais ça permet d'effectuer des fonctions de ces outils-là dans l'écosystème et dans le langage que tu maîtrises. Forcément, quand on parle d'orienté objet, ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser des boucles, tu vas pouvoir utiliser des fonctions, tu vas pouvoir utiliser des variables, tout un tas de choses comme ça, et d'aller automatiser le déploiement comme on l'a vu, avec un écosystème connu. Donc, par exemple, là, si vous travaillez sur Python, vous connaissez PyTest. Si vous travaillez sur Node.js, vous allez pouvoir travailler avec, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'idée comme ça, mais vous allez pouvoir utiliser votre Jenkins si vous utilisez Jenkins. Vous allez pouvoir utiliser votre IDE favori, etc., etc. Et ce qui va être bien, en fait, c'est d'avoir une seule pipeline pour tout le monde, quel que soit l'écosystème et l'environnement. Donc, vous pouvez avoir le code d'application et le code d'infrastructure avec le même langage, puisque là, on va pouvoir déployer son infrastructure pour moi en Python, plus mon code en Python. On va pouvoir faire des tests et des commits avec les outils qu'on utilise d'habitude. Donc, GitHub, GitLab, je ne sais pas ce que c'est, le troisième, ça ne me dit rien. Et on va pouvoir faire du déploiement continu avec Jenkins, GitHub, GitHub Action, etc. Et on va pouvoir aller travailler et déployer sur plus de 50 providers, notamment ceux qu'on a vus jusque-là, AWS, Azure, Google, Kubernetes, Docker, etc., etc. La pipeline, elle est assez simple, de Pulumi. On installe Pulumi, on utilise souvent un boilerplate, on fait son petit code s'il y a besoin, on fait son déploiement, et comme le reste, on peut faire un destroy. L'installation, elle est simple. On utilise Homebrew souvent sur Mac. Choco, si c'est Choco, je ne sais plus, Chocolatery, je crois le nom complet, ou un package sur Windows, etc. Chaque OS a sa méthode d'installation. Comme pour les autres, il est recommandé d'installer et de se loguer avec le CLI pour l'authentification. Sinon, vous pouvez utiliser, comme je disais tout à l'heure, des variables de configuration. Donc, par exemple, pour AWS, c'est AWS_access_key_id. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Pulumi est complètement gratuit pour les individuals, pour les personnes seules, pour les non-entreprises. Donc, on peut aussi utiliser en local sans forcément passer par un plan payant ou par un access token. En fait, le fonctionnement est pareil, c'est le même. Donc, c'est pour ça que vous allez assez vite comprendre comment ça se passe. On a un state actuel, donc on a des choses en place sur notre provider, et on a un state recherché, c'est-à-dire actuellement, j'ai un serveur ECS de déployer, il m'en faudrait 4. Qu'est-ce que je vais faire pour arriver à l'état dont j'ai besoin? Donc, Pulumi va se poser les mêmes questions. Qu'est-ce qu'il faut créer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Concrètement, ici, si dans le state actuel, j'ai un bucket S3, et j'ai besoin d'en créer 4, alors j'ai volontairement changé les noms. Vous avez vu, ici, c'est MyBucket. Ici, c'est MyBucket 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va créer le 1, 2, 3, 4 et il va supprimer le MyBucket tout court, puisque dans notre state, dans notre image au final désirée, on n'a pas de bucket qui s'appelle MyBucket. Si on avait supprimé, on n'avait pas mis le 1 ici, on avait laissé juste MyBucket, il n'aurait pas touché à celui-là, puis il aurait rajouté ces trois-là. Ici, c'est pareil. Rechercher, c'est de déployer, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure avec Gibson, l'objectif, ça va être, voilà, je voudrais déployer un cluster EKS, donc un cluster élastique Kubernetes Service, sans avoir besoin de me prendre la tête avec tout ça.
Alors tout ça, ça veut dire créer l'IAM, créer le VPC, créer les security groups, créer les instances, créer les clusters, créer les masters, créer les nodes, etc. etc. Vous voyez qu'ici, je l'ai fait. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a 28 ressources de créer automatiquement. Moi, j'ai touché à rien. J'ai passé ma commande et c'est tout. Ça a quand même duré 11 minutes 47, ce qui n'est pas énorme finalement. Et ça m'a tout géré tout seul. J'ai eu besoin de rien faire finalement. Donc, en behind the scene, en fait, il crée les VPC, les groupes, les utilisateurs, les droits, les Kubernetes clusters, et surtout, quelque chose qui était important, il y avait 2 fois le 2. Ah ouais, bien vu. Quelque chose qui est super important, c'est que quand il le fait tout seul, on n'a pas besoin de réfléchir à l'ordre dans lequel on veut le faire. Puisque forcément, si on le fait à la main, il y a des choses qu'on va devoir faire dans un certain ordre. On ne va pas pouvoir, par exemple, donner les droits à un utilisateur tant que l'utilisateur n'a pas été créé ou tant que les droits en question n'ont pas été créés. Et ça, nous, on s'en fiche complètement. Nous, ce qu'on demande, c'est crée-moi un cluster EKS, point barre. Et Pulumi se débrouille tout seul. Et tout ça, je vais vous montrer, ça prend, je vais quand même vous faire un petit reveal, ça doit prendre à peu près 5 lignes. En 5 lignes, de Python, de Node, de Go, de C#, de ce que vous voulez, vous déployez votre cluster sur 1, 2, 3, 4, 8 serveurs, tout ce que vous voulez. Pareil pour le destroy, vous pouvez tout destroy d'un coup, sans avoir besoin de vous rappeler ce que vous avez fait. Alors, attention, quand même, ça supprime tout ce qui est dans le dernier state. Donc, voilà, il ne faut pas prendre le destroy à la légère quand même. Demo time. Et après, un petit bonus. Alors, on va refermer du coup ce truc-là. Ah bah, j'ai rien mis dans Terraform, tiens. C'est pas grave. On va faire un mkdir. Voilà. Et demo time. Et vous avez vu que rien n'a planté pour l'instant. C'est quand même pas mal. Alors, Pulumi. Hop. Le workflow Pulumi. Tout simplement, au départ, on fait, alors je vais vous le remontrer, mais moi ça marche, je l'ai déjà fait, donc je crois que c'est Choco install Pulumi. En plus, il va m'envoyer péter parce que je ne suis pas un administrateur. Bref, vous créez vous installez votre Pulumi, ou en Homebrew, ou en ce que vous voulez. Vous le mettez bien dans le pass. Quand vous avez fait votre pass, il y a une commande qui est toute simple, qui est sympa, qui s'appelle refresh env. Donc là, il va aller recharger ses variables d'environnement, et comme ça, du coup, vous allez pouvoir utiliser un Pulumi. On va se créer quand même un petit environnement. J'en ai peut-être déjà un, mais c'est pas grave. Contact create, on aime, on va l'appeler Pulumi env, comme ça je ne l'aurai pas celui-là. Pulumi env. Pulumi env. Et on va lui mettre un Python 3.8, ça va être bien. Voilà, hop. Donc, comme d'hab, je vous conseille à chaque fois qu'on fait des tests, travailler dans un environnement à part. C'est un environnement virtuel. Un petit activate. Oui, bon, enfin bref, le nom est un peu planté, mais c'est pas grave. Du coup, je vous parlais tout à l'heure de boilerplate. Donc, il y a des choses qui sont déjà prêtes. Donc, si vous faites un Pulumi new, vous allez pouvoir voir les écosystèmes principaux. Évidemment, il y en a plein d'autres. Vous pouvez utiliser les autres templates. Moi, ce que je vais faire ici, c'est utiliser Python pour déployer sur AWS. Donc, je vais aller sur, surprise, AWS Python. On va l'appeler Pulumi. On va l'appeler Toto. Tiens, ça va faire plaisir à Guillaume. Hop. Toto démo for machine learning. Voilà. Et donc, on est dans une stack qui s'appelle Dev. Alors, vous pouvez changer le nom que vous voulez, il n'y a pas de souci. Dans Pulumi, ici, on a des requirements.txt. Donc, c'est ce qui va vous servir après quand vous allez déployer, par exemple, du Docker à installer en fait vos dépendances. On ne va pas s'en servir ici. On a un YAML ici qui reprend juste ce qu'on lui a demandé. On ne va pas s'en servir trop non plus ici. Par contre, ce qu'on va utiliser, nous, c'est le main.py. Ce qui est bien, c'est que le main.py, il a déjà un exemple. Mais comme je disais, c'est assez simple, le main.py. Déjà, c'est du .py, donc c'est du Python. Donc on peut déjà travailler avec de l'orienté objet, des variables, etc. Donc c'est facile. Là, ce que nous fait le programme de démo, c'est de dire on va utiliser Pulumi pour installer
un bucket S3 sur Amazon. Et ce bucket, on va l'appeler, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va l'appeler MyBucket. Donc on utilise, bon, je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer le code, il est quand même assez simple ici. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire un pull me up. Donc ça, c'est la commande, c'est l'équivalent du apply. Up. Is not valid. Ça y est, il fallait bien de la démo qui ne marche pas. Ça gérer comme ça plutôt. Up. Voilà. Donc quand on fait un up, il nous propose de créer ce qu'on appelle, il va me proposer de créer une stack. Bon, je vais l'appeler dev. Invalide un petit stack name. Oui, pardon. Alors il y a un problème en fait ici, c'est que je ne peux pas. Voilà. Et c'est assez bizarre parce qu'en fait c'est en un système de flèches et on ne voit pas toujours bien où on est, mais on va l'appeler MLIA. Tiens. Donc il me crée ma stack. Et là, il commence à faire la preview. Non module name pour c'est normal. Il fallait bien que ce soit quelque chose qui ne marche pas. Ça joue comme ça. J'aime bien faire le cochon. C'est pas une vraie démo si ça marche du premier coup, c'est pas drôle. Stack name, MLIA. Elle existe déjà. Oui, bah, elle existe déjà, c'est pas grave, on va la rappeler tout le temps. Évidemment, là, je mets n'importe quoi, hein, sinon c'est pas, on n'est pas dans un contexte de travail, mais idéalement, il faudrait que vous mettiez des vraies choses. Hein. On va continuer à travailler sur EU West 3. Il nous crée, ouais, bon, en plus, oui, c'est bête ce que je fais, il nous crée directement son environnement virtuel. Il est plus intelligent. Donc, il nous crée tout ça. Il nous installe les dépendances. Voilà, j'avais bien loupé quelque chose tout à l'heure. Ah, donc, il nous fait son requirement.txt, il installe tous ces petits trucs. Et là, on va pouvoir aller installer après notre premier exemple de démo. Dans ce qu'on va faire ici, j'essaie de. C'est très restrictif. Dans quel sens tu veux dire ça, VSH? Restrictif dans quel sens? Ce qu'on va faire ici, dans le sens où on n'a pas trop la main sur les configs. Si on a la main sur les configs, c'est parce que là, j'ai choisi une boilerplate. C'est pour ça. Mais quand tu ne choisis pas la boilerplate, en fait, tu peux faire ce que tu veux après. C'est juste que là, pour la simplicité, j'ai choisi un environnement qui était déjà créé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, il y a dans ce requirements, il a utilisé Pulumi AWS. Et voilà, en fait, après, moi, je peux travailler comme je veux. Mais c'est parce que là, par simplicité, j'ai choisi de prendre un boilerplate directement Python sur AWS. C'est pour ça. Donc là, le Pulumi up. Alors, le up, c'est comme le plain et le apply. Donc là, vous voyez ce qu'il fait ici. Il va nous créer notre stack, la stack Toto qui n'existe pas. Il va nous créer un bucket qui s'appelle MyBucket. Est-ce que vous voulez faire ça, oui ou non? Je vais le faire. Voilà. Là, il me l'a créé. On va aller le voir quand même juste vite fait, mais aller sur S3. Donc là, il m'a créé un bucket qui s'appelle MyBucket blablabla. Ça, c'est pour pouvoir identifier, enfin, discriminer en fait les buckets les uns avec les autres. Si je voulais le changer, par exemple ici, si je voulais l'appeler MyBucket2, on va aller voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il nous ferait? Donc, si je fais un Pulumi up, on va voir un peu ce qu'il nous fait dans sa preview. Donc, vous voyez ici, actuellement, ce que j'ai, c'est un bucket qui s'appelle MyBucket dans mon tableau actuel. Dans mon tableau final, ce que je veux, c'est que mon bucket s'appelle MyBucket2. Donc, il va aller le supprimer et créer l'autre. Attention, hein, justement, on est dans des choses qui sont ce qu'on appelle immuables. Donc, on ne peut pas updater ces choses-là. Donc, si vous changez ça, ça veut dire que c'est inhérent au delete du bucket, vous perdez ce qu'il y a dessus. Hein. Est-ce que vous voulez le faire ou pas le faire? On va mettre no, puisqu'on n'a pas vraiment envie de le faire pour l'instant. Ce qu'on peut faire aussi, ça va être, par exemple, d'ajouter un bucket. Donc, par exemple, celui-là, on va l'appeler bucket2.
Hop. Et vous allez assez vite voir pourquoi ça va être intéressant d'être en Python. Parce que là, dans n'importe quel langage de programmation, ce que je vais faire ici, ça devrait vous faire hérisser les cheveux sur la tête pour ceux qui en ont encore. Et bucket name, bucket2.id. Donc là, il va nous dire qu'il y en a un qui existe déjà. Du coup, il n'y touche pas. Vous voyez, il n'en parle même pas. Et là, il va nous créer un mybucket2.create. Et comme output, il va nous donner le nom du bucket. Donc là, ici, on va pouvoir le créer. C'est gérer un state local. Alors, c'est une bonne question. Les deux. On peut faire les deux. Là, actuellement, il est en local. Il est dans mon state. Il est dans... Je ne sais plus où il est caché exactement. Je ne sais pas, en fait. Je me demande si je ne confonds pas avec Terraform. Terraform, il est en local. Pulumi, tu me mets un doute, en fait. Pulumi.yaml. Tu mets un doute. Il faudrait que je regarde. Terraform, je sais que tu peux faire les deux. Et je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde dans la doc. Donc là, du coup, vous voyez que j'ai bien les deux. Pas de sécurité. Si, je pense que si, il y a des sécurités, évidemment, que tu dois pouvoir mettre au moment de ton déploiement. Mais là, moi, comme je ne l'ai pas demandé, en fait, je vais juste demander de faire un déploiement tout bête, tout simple. Oui, alors voilà, c'est ça. Déjà, il y a ça. Je pense que si on avait mis du contenu, il nous aurait retourné l'erreur de WS. Tu as raison. Comme quoi, le bucket n'est pas vide et qu'il faudrait le vider avant de le faire. Après, là, on est vraiment sur des choses très simples, mais on regardera la doc tout à l'heure. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus avancées. Là, je suis resté vraiment dans des cas très, 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 très simples, mais voilà, dans l'idée, c'était là, il n'y aurait pas forcément une protection. Donc là, je pense que ce n'est pas la peine de faire un sondage dans le chat. Hein. Qu'est-ce qui vous choque ici? C'est que si j'ai 50 serveurs, il faut que je me tape 50 commandes. Et c'est là où on va avoir l'avantage en fait de travailler en Python, en JavaScript, pour ce que vous voulez. C'est qu'on va pouvoir travailler avec des fonctions, avec des boucles, avec ce que vous voulez. Donc du coup, ici, on va pouvoir utiliser un range. On va l'appeler 1, 5. On va pouvoir faire un truc comme ça. Ça, il n'y en a plus besoin. Ici, on va pouvoir utiliser notre variable. Attention, hein, ici, c'est un chiffre, et là, lui, il a besoin de concaténer avec une string, évidemment. Hop. On peut supprimer ça, et du coup, maintenant, on peut aller récupérer ça, comme ça. Voilà. Et là, du coup, on est dans l'orienté objet directement au service de nos déploiements automatisés d'architecture. Donc là, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Si on veut, par exemple, aller récupérer dans un autre fichier le nom des buckets, ou dans un tableau JSON, ou aller, je ne sais pas, récupérer un contenu Git, ou récupérer, peu importe. Voilà, vous imaginez assez facilement les possibilités, je pense. On va faire un Pulumi up. Qu'est-ce qui va se passer dans Toto? Le mybucket2, il existe déjà, on l'a créé, donc il ne s'en occupe pas. Le mybucket tout court, on ne s'en sert pas dans le tableau, puisqu'on va de 1 à 5. Donc on en a 3 à créer, 1 à changer, et 2 choses qui ne sont pas changées. Alors pourquoi 2? C'est parce qu'il y a la stack qui ne bouge pas, et le bucket 2. On peut faire ça, il va nous créer tout ça. Voilà, il nous a créé nos buckets, il nous a supprimé le bucket dont on ne voulait pas, et on va se retrouver du coup avec mybucket-1-2-3-4-5. 1, 2, 3, 4 d'ailleurs, puisque ça s'arrête avant. Et là, du coup, en quelques secondes, et à partir de ma machine, j'ai créé directement mon fichier. Ce qui va être intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ici, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait utiliser des tests unitaires. Par exemple, on pourrait utiliser PyTest en disant que si ici on passe un int au lieu d'un string, qui nous envoie balader, par exemple. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est que le code ici, le main.py, on va pouvoir le versionner. On va pouvoir le mettre sur Git. Donc, on va pouvoir faire du déploiement continu. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un vrai travail en équipe à partir de ça. Un truc qui est rigolo aussi, par exemple, c'est qu'on peut aller créer des sites statiques. Alors, c'est quelque chose que j'ai copié-collé du code. C'est cochon, mais ce n'est pas très grave, c'est pour vous montrer l'idée.
Ici, mon site statique, il va juste faire un echo hello world, il balance ça dans un HTML en dur. C'est pas beau, hein. Évidemment, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Et sachez que les buckets S3 sont capables d'aller servir eux-mêmes du site statique. Donc ça peut être assez important, ça peut être assez intéressant. Donc là, ça va être assez simple, hein. Il va nous déployer une instance. Après que je sauvegarde le fichier, ça marchera mieux. Hop. Donc il va nous créer une instance qu'on va appeler web-serveur-3w, qui va être de taille T2 micro. Il va nous créer un groupe de sécurité qui va autoriser l'accès HTTP de tous tes IP sur le port 80 sur ce serveur. Il va nous mettre quelques filtres, etc. On passe les détails. Il va créer cette instance-là. Il le met dans le groupe de sécurité. Il lui donne la bonne image, etc., etc. Je vous laisserai aller voir la doc. Ça va assez vite aussi. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que derrière, je vais avoir mon site statique qui va être prêt et que je vais surtout pouvoir aller versionner et déployer sur 50 trucs à la fois. Et puis, pendant que ça tourne, je vais commencer à préparer le EKS. Et donc, le EKS, je ne vous mentais pas. Voilà, je vous laisse voir combien ça fait. Ça fait 4 lignes sans les commentaires. Voilà, donc là, ça m'a déjà fait. Alors, je vous fais la démo de tout ça. Donc ici, on récupère en output. C'est bien parce qu'on peut à chaque fois avoir les outputs ici. Ici, j'ai mon output de l'IP public et du DNS public. Et maintenant, si je vais ici, je vais avoir mon superbe Hello World hardcodé qui va arriver. Ah, ça ne marche pas, c'est dommage. Dommage que ça marchait bien, ça, tout à l'heure. Ah, si, voilà, c'était le temps que ça se déploie. Donc là, voilà, j'ai mon site statique qui est déployé directement en quelques lignes. Et du coup, si on veut faire un cluster EKS, alors évidemment, là, ce n'est pas une bête de cluster, hein, c'est un cluster tout bête, tout simple. Mais en attendant, il va quand même faire ce qu'il faut. Et ce qui va être intéressant, surtout, comme je le disais, c'est que là, avec ces lignes-là, pas de Pulumi, qu'est-ce qu'il me fait? J'en ai oublié. Pulumi EKS, ah oui, petite erreur de ma part aussi, module not found Pulumi EKS, évidemment. Hop. Puisque nous, dans notre boilerplate, et c'est là, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, BSH, j'ai utilisé une boilerplate qui n'avait dans son requirement.txt que Pulumi et AWS. Et là, moi, j'ai besoin d'utiliser encore un autre module, donc je peux installer mon module comme je veux. Je pourrais aussi m'en servir pour déployer du deep learning ou n'importe quoi. Donc là, je peux faire un pip install Pulumi underscore EKS. C'est peut-être tiré, non, c'est comme ça, voilà. Vous n'oubliez pas à la fin, si vous modifiez, de faire un pip freeze pour bien le remettre dans le requirement.txt si jamais vous vouliez faire des déploiements. Donc, il installe le module dont j'ai besoin. Et avec ça, il va me faire toute la liste. Donc, je vous ai montré tout à l'heure dans les slides, je crois qu'il installe, il y a 78 actions à faire pour pouvoir créer ce cluster. Et là, vous voyez, en 4 lignes, plus un up, vous attendez 11 minutes et quelques, et c'est fini, votre cluster est déployé, et vous avez rien de spécial à faire, quoi. Si ce n'est après configurer ces choses-là par rapport à vos besoins métiers. On peut aller voir un peu là-dessus. Donc sur Kubernetes. Voilà, ici on a des exemples, par exemple, donc setup et configuration du Kubernetes cluster, créer un projet Pulumi, déployer Nginx sur le Kubernetes, créer un service Nginx, etc. Et donc là, il y a tout un tas d'exemples que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est dans le Getting Started, hein. Après, vous pouvez avoir des exemples bien plus complexes et vous avez tout un tas de langages différents dans lesquels vous pouvez avoir les scripts. Donc là, si je veux aller, je vais bien un peu plus loin, du coup, modifier le programme. Ouais, donc là, vous avez en fait les infos qu'il faut. Donc, comme tu peux voir, BSH, tu es full custom en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Là, tu prends un Minikube avec un load balancer, mais si tu n'en as pas besoin, tu ne le prends pas. Si tu veux Apache, tu prends Apache. Si tu veux, voilà, tu es full custom en fait. C'est ça le gros intérêt, c'est que tu déploies ce que tu veux avec le langage que tu veux. Et en plus, en faisant des tests, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, maintenant qu'il y a ça, je peux faire un up. Voilà. Alors, il y a encore une erreur. Pulumi underscore EKS. Je me suis encore trompé. Pulumi underscore EKS.
Bon, je l'avais fait comme ça pourtant. Vérifier. Ah oui, non, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Ça, par contre, c'est pas cool. C'est Pulumi-EKS, comme il y a ici, et pas underscore EKS. Pas très cool comme erreur, ça. Il a décidé qu'il ne voulait pas marcher aujourd'hui. Main. Bon, je reste bien cool, puis sinon on va passer à la suite. De toute façon, le déploiement prend 11 minutes, donc on ne va pas aller jusque-là. Bon, bref. De toute façon, je suis bête, il est là, hein, le code. Ils vont changer en plus, de toute façon, on fait comme ça. Enfin voilà, vous pouvez aller regarder sur le Getting Started. Vous avez tout ce qu'il faut. Et voilà, en quelques lignes, vous avez votre Kubernetes qui est prêt. Ouais, Team Terraform, ouais, aussi plutôt, premier abord, mais Team Terraform, tu ne peux pas aller configurer tes applis. C'est le problème, en fait, c'est s'il y avait un outil qui arrive à tout faire, ce serait vraiment top, en fait. Et après, c'est pas grave, c'est des outils qui se complètent bien, donc c'est plutôt cool. Un petit bonus, Terraform, justement. Vous savez, je vous ai caché des petits Terraform dans le bonhomme. Un peu de Terraform++. Quelques bonnes pratiques qui, j'espère, sont évidentes par rapport à Terraform et le fait de travailler en fichier de config. Vous pouvez utiliser, comme on parlait tout à l'heure avec Gibson, des states qui sont en remote. Ça veut dire qu'on peut mettre à disposition de son équipe le dernier state à jour. Ça peut être un bucket S3, ça peut être un cloud Terraform, parce qu'il y a HashiCorp fait du cloud, ça peut être du blob storage, ça peut être du Google Bucket, ça peut être etc. etc. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques quand vous travaillez en équipe, c'est de ne pas garder votre fichier state en local. Par contre, ça vient avec un problème, c'est qu'il y a des accès concurrentiels à gérer. Et forcément, vous ne pouvez pas être plusieurs à écrire sur votre state. Donc pour ça, on a quelque chose qui s'appelle le log state. C'est géré directement au niveau du storage backend, donc il faut faire attention parce que tous ne le font pas. Amazon S3 le fait, c'est-à-dire que quand il y a un utilisateur qui a ouvert en fait le fichier, les autres utilisateurs ne peuvent pas l'ouvrir. C'est un peu comme quand vous travaillez avec Python et que vous utilisez le décorateur Wiz. Voilà, c'est un petit peu pareil. Tant que le Wiz n'est pas terminé, les autres utilisateurs ne pourront pas travailler dessus. Et c'est très bien, puisque du coup, vous ne voulez pas qu'ils puissent interagir à ce que vous faites. Évidemment, faites du CI/CD. Donc là, vous avez du code Python, là, pour la plupart du temps, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou du Terraform. Vous pouvez utiliser des process identiques à votre pipeline software. Ça veut dire utiliser un process Git, un Git flow, en disant, voilà, au lieu que chacun pousse ses changements dans son coin, on a des merge requests, des approbations de changements, et comme ça, du coup, on a des process automatisés. Donc tout ça, ça peut se brancher avec GitHub Action, ça peut se brancher avec Jenkins, ça peut se brancher avec tout ce que vous voulez. Et enfin, pensez évidemment à versionner et à backuper vos fichiers state. Backuper, ça semble évident. Versionner, parce que comme ça, vous pouvez aussi avoir un historique de ce qui s'est passé. Vous pouvez faire du git blame, vous pouvez faire tout un tas de choses comme ça. Et de toute façon, c'est les bonnes pratiques des développeurs. Voilà, voilà. J'arrive pas à afficher ma fin de slide. C'est bon, moi, du coup, de mon côté, on a vu pas mal de choses. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait voir, mais on vous réserve ça pour l'année prochaine, cette année même d'ailleurs, parce qu'on est déjà en 2022. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Guillaume, si tu veux intervenir. C'est gentil, merci. Ouais. Yes. Je décale ça pour voir le chat. Oups. Voilà, là on m'entend. En Alors, tout cas, s'il y a des questions. je vous encourage à aller creuser un peu là-dessus, parce que c'est vraiment des choses où on peut voir, enfin, même là, avec les toutes petites démos que j'ai fait, on aperçoit vraiment bien le potentiel, ne serait-ce que dans le volume.
Et puis après, faites un tour sur les quelques sites de doc. Dans les Get Started, il y a pas mal de démos et quand vous faites le lien avec vos environnements de travail, même soft, vous dites, ah ouais, mais c'est trop bien en fait. C'est vraiment super puissant et c'est extrêmement demandé, l'automatisation. Pas forcément dans la data engineering, mais même maintenant dans le DevOps, sans parler de data science, même dans le DevOps, maintenant c'est énormément demandé parce que vous automatisez et vous assurez le travail d'une équipe, quoi. Donc c'est plutôt cool. Tout à fait. Là, on en a la preuve. Là, on a même pas du tout fait de machine learning. Toute cette automatisation, c'est à un moment, tu as pris l'exemple pour le déploiement d'un site internet. Voilà, ce qui est génial, c'est que c'est une chose que vous pouvez faire ça vous-même chez vous. Voilà, je trouve que c'est aussi très bien de faire ça en individuel. Le grand intérêt, c'est bien sûr quand on travaille. Enfin, c'est pas un intérêt, mais c'est très bien pour travailler en équipe, mais rien qu'à Est-ce titre que tu peux, individuel, ça peut être intéressant. Oui? est-ce que tu peux repasser juste 2 secondes sur mon écran? J'ai oublié de vous montrer un truc quand même, parce que tu parlais de machine Vas-y, learning. vas-y, vas-y, vas-y. Tu parlais de machine learning et du coup, effectivement, j'ai oublié de de vous montrer un truc. C'est que comme on est sur AWS et compagnie et qu'on a nos providers, on peut aussi déployer ce que j'ai fait là. Alors, c'est pareil, c'est un petit peu long, mais on peut aussi déployer du SageMaker. Et ce qui est super intéressant aussi, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pareil, hein, je ne l'ai pas inventé. On va aller gérer les rôles pour l'IC. On va gérer les rôles d'accès, etc. Je vous passe le détail. Mais ce qui est vachement bien, en fait, c'est qu'on va pouvoir aller déployer notre SageMaker avec la compute instance de la taille qu'on veut. Et surtout, on va pouvoir aller automatiquement pouler un dépôt Git. C'est-à-dire que quand on va arriver sur notre SageMaker, on va avoir notre environnement qui va être prêt sur la machine qu'on veut, avec du GPU si on a envie. Et si on a besoin d'aller déployer, du coup, vous avez fait en local un modèle de computer vision, et vous allez aller déployer votre modèle qui est sur votre Git. Donc, évidemment, votre Git, vous l'avez CI/CD, test, machin, etc., déployé, Gitflow, etc. Et vous allez ici, hop, on décoche ça, vous avez votre code repository par défaut, vous le mis up, et vous faites tout votre truc comme ça, et ça déploie vos droits, ça déploie votre utilisateur, ça déploie votre compute instance avec le GPU, ça déploie votre modèle, et vous arrivez sur SageMaker, je l'ai peut-être encore, moi je l'ai peut-être supprimé en fait, je ne sais plus. Mais vous arrivez après sur votre SageMaker, et dans votre SageMaker, vous avez la compute instance qui est prête, et vous avez votre dépôt qui est déjà poolé en fait. Ce qui fait que vous allez pouvoir récupérer éventuellement toutes vos images, ou vous pouvez avoir, je suis quasiment sûr que je l'enlève, c'est pas grave. Ouais, je l'enlève. Vous pouvez avoir accès après au Jupyter Notebook ou au Jupyter Lab, je ne sais plus comment ça s'appelle, Jupyter Lab, je crois. Et vous avez tous vos modèles qui est déjà poolé. Vous avez juste à cliquer sur le Jupyter Notebook et hop, c'est fait et votre modèle est déployé. Pareil avec Spark, pareil avec Databricks, pareil avec tout un tas de choses comme ça. C'est plutôt sympathique quand même. Ouais, c'est excellent. Et bien sûr, là, tu l'as montré avec SageMaker, qui est le service d'Amazon, mais ça fonctionne aussi avec Azure et le reste. Ouais, Voilà. exactement. Avec Azure et Google Cloud, avec peut-être même Alibaba, peut-être avec, je ne sais pas, il y a un peu de tout. Donc c'est très 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 puissant et puis voilà, ça c'est très transversal par rapport au software engineering, data science. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Imaginez le cas où en plus vous déployez une API Flask. Là, vous faites tout en local, vous appuyez sur un bouton, tout se déploie, vous n'avez rien à faire, et puis vous revenez. Google Data Lab aussi, ouais, je pense. C'était quoi ça va être, Data Lab. Je vais dire ça. Data Labeling Package. Alors, peut-être pas sur Pulumi, peut-être sur Terraform. Data Lab, ouais, il y a un Terraform Google Modules / Data Lab qui va créer des instances Data Lab avec un support GPU. Donc ça, vous l'avez, c'est sur Terraform. Donc voilà, Data Lab, Databricks, Spark, je suis sûr qu'il y a même du Hadoop, il doit y avoir.
Ouais, voilà, il y a des clusters Hadoop, il y a des clusters, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Puis si en plus, il vous en manque un, bah, à vous de le faire. Vive l'open source. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Sylvain? Sinon, vous pouvez tous le remercier. Cette excellente conférence, cette excellente présentation. Je pense que ça a permis d'apprendre beaucoup de choses à un Ouais, certain nombre de le personnes. code sera sur Git, ouais. Je Tout à mettrai le fait. code sur Git. Et puis par contre, bah, pour le Pulumi, je séparerai du coup main 1, main 2, main 3. Bon, après c'est pas énormément de code, c'est plus Non, c'est voilà, pour voir. c'est des Ouais. commandes, c'est des commandes, voilà, c'est des commandes plus que du code. Puis tout est disponible de toute façon sur le site de base, hein. Ce que Sylvain, ce que t'as pris toi, c'était un, un peu un Les copier. exemples étaient. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est les exemples qu'il y a sur Terraform et sur Pulumi, etc. Ouais, Ouais. Et puis bah, je passerai les slides à Guillaume aussi pour ouais, le balancer sur le chat annonce ou général, ou je sais pas comment on fait d'habitude. on va voir, on Et va voir comment on va puis faire. voilà. Pas de questions? Et Vraiment super, merci beaucoup, merci Sylvain. Bah, les gens sont contents, hein, ils ont appris des choses. le Question, le sujet, sujet c'est. c'était MLOps. Oui, alors au final, non, c'était pas vraiment du MLOps, c'était plutôt des outils pour du DevOps. Non, le lien c'était dans les 5 dernières minutes quand Sylvain a montré avec SageMaker. Non, c'était pas le. C'était infrastructure as code plutôt. Ouais, voilà, c'était. Voilà, merci. C'était infrastructure as code, comme on l'avait écrit sur le Discord. J'avais écrit infrastructure as code, mais. Et d'ailleurs, là, c'était. Mais voilà, j'ai mal. Dans la description, ça a été écrit infrastructure as code, mais. My mistake. Après, le lien, et puis je vais répondre à Terwan en même temps, comme ça. Le lien avec le MLOps, il est assez simple, hein. C'est que là, on a déployé des trucs plutôt software, mais dans un cas de machine learning, on peut déployer son Kinesis, son streaming Kinesis avec son instance Spark, avec tout un tas de choses comme ça. Et Tout à fait. voilà, on est vraiment directement dans le machine learning avec son modèle qui est déployé, avec son API Flask ou son dashboard Streamlit qui est déployé sur une autre instance pour ton utilisateur. En fait, tu peux tout faire. Là, c'est vrai qu'avec le recul, les exemples machine learning étaient un peu plus complexes à mettre en place pour une démo d'1 heure. Mais on en parlera un peu plus tard avec Guillaume, enfin on vous en parlera un peu plus tard. Et c'est gentil, Etherone, merci beaucoup. Et puis je vous prépare, moi, de toute façon, comme j'ai l'impression que vous êtes assez fidèle au format Twitch. D'ailleurs, je veux bien votre avis sur le chat avant que vous partiez dormir. Est-ce que vous êtes intéressé par une conf démo? Alors là, ce serait vraiment sans filet, hein. C'est live coding un use case de déploiement de cluster Kubernetes avec une web app, un MongoDB, je sais pas, un Nginx, un Apache, la gestion des secrets, etc. Tout ça. Je pense que les gens vont dire oui, hein. Je sais Maintenant, pas, peut-être qu'on maintenant, la peut dire. question c'est, très souvent les gens te disent oui, mais après ils oublient de venir ou ci ou ça. Donc Ouais, faut c'est pas pour ça. oublier, n'oubliez pas les gens que Sylvain, ça lui demande beaucoup de temps libre, ça demande toujours beaucoup de temps aux créateurs de contenu, aux gens qui offrent de leur temps comme ça. Donc ah, des avis assez mitigés. Ah bah oui, oui, bah ça c'est pas gratuit. Oui, ça c'est vrai, c'est. Ouais, ouais, les instances, ça coûte bonbon. Ouais. Ah oui, oui. Oh là Mais là 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 là, j'en ai. Ouais, ouais. Je sais, ouais. après, on peut travailler en mini-cube, hein. Là, ça va pas être l'idée sur cette démo-là parce que je profite encore d'un crédit student sur AWS, mais on peut travailler sur du mini-cube en local. Et puis après, les instances dans les démos comme ça dure pas très longtemps. Au pire, même si tu laisses tourner tes instances 1 heure, ça va te coûter, allez, 10 euros, 15 euros. Mais ouais, ça peut être intéressant de voir un vrai use case en fait. Parce que Kubernetes, c'est un sujet dont tout le monde parle. Et, et finalement, on voit assez peu de use case dans dans l'environnement français, je trouve. Ouais, on peut travailler en local, ouais. Un petit microcube, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis,
On n'a pas forcément besoin d'aller très très loin. Là, l'idée, ce serait vraiment de vous, bah, même peut-être d'aller coupler tout ça avec les outils d'aujourd'hui, hein, mais ce serait d'aller faire un vrai use case, c'est-à-dire que là, on serait vraiment, alors ce serait plutôt du DevOps plutôt que du MLOps, mais l'usage de ces outils-là sera celui que vous en faites, hein. C'est toujours à adapter en fonction de vos besoins métiers. C'est vrai que c'est plus facile pour nous de toucher un public plus large en faisant du DevOps classique, pour le coup. Oui, de toute façon, ce sont juste des outils de déploiement, hein, il n'y a pas de... Mm. voilà. Ouais, Tu peux c'est ça. déployer ce que tu veux, hein, si tu veux. Tu peux même déployer Tout. un jeu vidéo si tu veux. Ouais. Voilà, Bah, avec plaisir, Gibson, c'est gentil. Ouais. Si jamais j'ai des problèmes, je te solliciterai sur Discord avec plaisir. Mais ouais, on peut faire plein de choses. Il y a vraiment il y a 100 modules, plus de 100 providers, hein, rien que sur Terraform. Donc c'est vrai que c'est énorme. Gap technique. J'ai pas compris. J'ai pas compris. La BSH. Je sais pas, Guillaume, si t'as- J'ai l'impression qu'il y a un gap technique entre la communauté de Machine Learning et le contenu proposé. Quel contenu proposé? Le contenu de ce stream, par exemple? C'est too much entre les vidéos de ML. Ah oui, et ce contenu. Qu'est-ce que tu veux dire? c'est pas la même thématique. Ah bah, c'est pas la même... Ouais, bah c'est pas la même thématique, oui, après peut-être que... Oui, oui, bah là, déjà, là, on a vu que du DevOps, et là, on parle d'outils, on parle de plateforme, on parle de... Ah, le niveau technique, oui, ça Ok. dépend... Ça dépend... Oui, je vois ce que BSH veut dire, hein, par là, tout à fait. Euh, je sais pas, ça serait aux gens de le dire. En fait, je pense que c'est pas comparable. C'est vrai que ce qu'on a sur la chaîne YouTube à l'heure actuelle, c'est exclusivement du machine learning et du deep learning. Mm. Il y a eu une série qui à la base devait durer à peine 2-3 mois, mais elle a duré beaucoup plus que ça, qui était sur l'utilisation des packages de base, des librairies. Et après, je sais pas si on peut dire que c'est un gap technique, parce que c'est juste pas les mêmes choses. Puisque sur machine learning, on fait plus des maths, en fin de compte. Voilà. Donc là, c'est sûr que quand on va faire à l'avenir du contenu AWS, tout ça qu'on a prévu de faire, ou ce genre de choses là, sur lesquelles on travaille avec Sylvain, oui, ce sera plus des maths, hein. Là-dedans, quand on parle de tout ça, on fait pas des maths. Voilà. Et juste pour être sûr de bien comprendre, le niveau exigé est plus. Tu trouves que là, le contenu là est une exigence technique trop haute ou trop basse? Juste pour comprendre Je, si, je pense qu'il si veut ce que dire tu trop voudrais, haute. Je pense qu'il faut dire trop haute parce qu'il a dit si les gens ne sont pas perdus. Et je pense qu'il si les gens ne sont pas perdus dans je la comprends ce qu'il veut conférence. dire, hein. Je comprends ce qu'il veut dire parce qu'en fait là on parle plus de mathématiques. On parle pas de, là on parle de technologie, enfin de technologie. J'aime pas employer ce terme, mais on parle de d'outils. Voilà, donc faut comprendre déjà ce que c'est le cloud. Faut savoir écrire, faut savoir bien coder, faut savoir utiliser écrire des commandes, comprendre la PO, faut comprendre énormément de l'univers de la programmation. Voilà. C'est pas juste du machine learning là. Donc ouais, ouais, ce que BSH veut dire là est tout à fait pertinent. Bon, comme je disais la dernière fois, hein, enfin, comme on disait la dernière fois, il y a deux choses, hein. Il y a des choses beaucoup plus complètes et beaucoup plus euh, complexes qui vont arriver. Et encore une fois, moi, comme je disais, enfin, je parle de moi parce que j'interviens aujourd'hui, mais il y a eu d'autres intervenants et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que proposez-nous vos idées, enfin vos besoins. Moi, c'est vrai que s'il y a besoin de faire quelque chose de beaucoup plus simple Ouais. sur un thème précis, il y aura aucun problème. Avec Guillaume, enfin, on est prêt à Ouais. faire d'autres streams sur On peut d'autres simplifier les thématiques. choses, hein, c'est sûr, hein. Si c'est trop compliqué, on peut faire plus simple, comme sur la chaîne YouTube, hein, si vous voulez.
J'ai l'impression que des gens comme BSH sont un peu perdus, c'est un peu compliqué. Après, ouais, c'est Intéressant, ça. Là, c'est bien d'avoir des retours, hein, parce que c'est vrai que mm, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des use cases, chose que je voulais faire. Oups, j'ai cliqué à côté. Non, c'est bon. Ah, mais attends. Depuis avant, tout cassé. depuis avant, on ne voit pas ce qui est marqué là. Euh, Ah, on voyait pas le chat. Bah, c'est dommage pour le replay. euh, qu'est-ce Le, que je le vois bien? pseudo de Sylvain sur le Discord, c'est Sylziz. C'est 10, ouais. Oui. J'ai cassé mon stream. Bah écoutez, on attendra vos retours. N'hésitez pas à dire sur le Discord, dans un des canaux, peu importe lequel, si en fin de Ouais. compte le contenu qu'on propose là est trop compliqué et que vous désireriez qu'on le fasse un petit peu plus simple. Euh, As-tu Sylvain Mathieu oublié? oublié. J'ai pas compris là. J'ai loupé quelque chose, non? Je sais pas. J'ai l'impression on commence à se déconnecter par rapport Ça- au chat. Ton algo de ML finit par pourrir à un moment. Ouais, on en a parlé la dernière fois, c'est un peu dans le data drift, dans le data drift, dans le modèle drift, mais là, par contre, effectivement, on va rentrer dans des choses un peu plus compliquées. Après, Guillaume l'annonce au début, on sera en mesure assez rapidement de proposer des liens entre toutes ces thématiques qui sont effectivement un peu éparses pour le coup. Mais moi, mon objectif, c'est aussi de vous faire euh, aborder des choses que vous ne connaissez pas forcément. Le but, c'est pas de faire des doublons avec ce que fait Guillaume sur YouTube. Ce serait pas quali, en fait, pour vous. Ça ne vous apporterait pas grand-chose. Mais il y a des choses plus complètes à venir. Voilà. Dans le but, le sens de tout ça. Oui, le sens de tout ça. C'était de la présentation d'outils pour aller automatiser le déploiement des architectures d'un côté et la configuration de l'architecture ou des applications de l'autre côté, avec des outils standalone ou alors avec des outils dans un écosystème Python, Node.js, .NET, etc. C'était vraiment de l'automatisation. Alors, BSH qui répond, avant d'attaquer le cloud, ça serait, ah, il a écrit bien, de d'abord se focaliser sur les bonnes pratiques de dev, développer une culture, oui, software engineering. Oui, bah, je pense qu'il y a déjà beaucoup de chaînes YouTube qui, qui font du très bon contenu ou d'autres formations en ligne. Euh, ouais, les formations en ligne sont des fois payantes, donc je comprends que tout le monde ne puisse pas tomber sur ces choses-là. Mais il y a déjà beaucoup de chaînes YouTube qui parlent des bonnes pratiques. Personnellement, là c'est juste moi qui parle. Quand j'ai créé la chaîne YouTube et encore aujourd'hui, je me dis que j'essaie de proposer. Voilà, j'encourage les gens à aller voir, à aller compléter avec ce qu'ils peuvent trouver ailleurs, qui est déjà très très bien fait. Voilà, comme ça, nous, on peut essayer de proposer des choses qui se complètent à ces choses-là qui existent déjà très bien ailleurs. Donc, mais bon, si les gens nous le demandent, ben, de justement peut-être faire les bonnes pratiques de dev, oui, on pourrait le faire, ouais, c'est sûr. Oui, oui, et puis moi, mon domaine initial, donc il y aurait pas de problème. Il y aurait pas de problème. Après, faut pas oublier qu'on reste quand même sur une thématique ici orientée machine learning. Donc, on ne pourrait pas apprendre à développer des frameworks en PHP. Je pense que ce ne serait pas vraiment l'objectif. Mhm.
Bon, je pense que Data and Math, il a bien résumé la conclusion. Il faudrait ouvrir un thread pour en Bien discuter sûr. plus longuement. Comme ça, on va arrêter ce stream. On pourra le télécharger et puis le mettre en rediffusion quelque part avec les autres. Et puis comme Ouais. ça évitera aussi aux gens d'avoir un stream trop long en rediffusion sur Twitch. Écoutez, je tiens à remercier Sylvain. Je pense que Avec tout le monde me plaisir. rejoindra encore une fois pour le remercier, comme vous l'avez fait. Et si vous avez vous-même envie de proposer un sujet de conférence, eh bien n'hésitez pas à le faire sur le Discord, dans un des canaux général, discussion, ou en contactant quelqu'un en messagerie privée. Bonne soirée à tout le monde, du coup. Merci, Guillaume, et puis bah, à la prochaine conférence, du coup. Oui, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tout le monde.